Et salut à toi les internets, nous sommes le 18 novembre, voici l'essentiel de l'actualité de ces 2 derniers jours tel que je l'ai repéré pour toi. Elon Musk devient fébrile dans le cadre de son rachat de Twitter. En effet, mercredi soir, la presse tech américaine qui scrute les moindres signes en provenance du milliardaire, que ce soit sur le Slack de l'entreprise, c'est-à-dire le forum professionnel où les salariés discutent entre eux, ou directement dans les annonces de Musk sur Twitter, ils ont repéré que Elon Musk a envoyé 2 informations à ses salariés. Il fait en tout cas 2 précisions. La première consistait à revenir un peu sur la fin du télétravail annoncé chez Twitter. En effet, il est revenu, Elon Musk, sur ses propos très catégoriques dans lesquels il disait que c'était ou tu reviens au travail ou tu vas dehors. Et il reprend un peu parce que je pense qu'il a peur de certains départs qui lui sont importants. Il dit on peut continuer à faire du télétravail mais à la seule condition que le manager moyen qui encadre le salarié se porte garant pour le travail du salarié. C'est-à-dire qu'il déplace la responsabilité vers le manager. Il a néanmoins précisé qu'il pensait qu'un meeting en chair et en os au moins une fois par mois était important, mais qu'il préférerait quand même que ça se passe une fois par semaine, ce qui donne quand même des bonnes guidelines, le pépère Elon. Et que tout ça ne lui semblait pas délirant. Dans la seconde partie de l'échange avec les salariés, il renoue avec une forme un peu plus directive qu'on a appris à lui connaître, celle de la fermeté. Ainsi, il a annoncé que le nouveau Twitter, X, exigeait une sorte d'ultimatum. Soit rester et accepter une cadence folle pendant quelques temps pour espérer sortir l'entreprise du marasme actuel, soit démissionner en acceptant 3 mois de salaire. Un deal qu'il pensait motivateur et qui permettrait de refédérer l'entreprise. Étrange méthode, mais pourquoi pas. Et ce vendredi matin, force est de constater, comme le pointe, on y va, comme le pointe la NPR, donc la presse nationale américaine, elle nous signale que Twitter donc a fait cette annonce et que les employés, en fait, ils sont en train d'accepter tous le départ. Et ce vendredi, au vu des annonces qui ont été faites par les uns et les autres sur Twitter, il se pourrait que plus de la moitié des salariés restants aient accepté l'offre. Et que donc Elon Musk se retrouve plus qu'avec un quart de ses salariés sur le payroll en ce vendredi soir. Ça devient inquiétant quand même, c'est aussi les signes qui reviennent des différents articles que j'ai pu lire, mais dont celui de la NPR, qui disent que en fait, avec un quart des salariés, ça va être plus difficile de maintenir la charge chez Twitter, notamment dans l'approche d'événements aussi importants, par exemple, que la Coupe du Monde, qui sont de traditionnels pics de charge un peu improbables en fonction d'actions ou de choses qui se passent à côté du terrain. Néanmoins, et on continue, Musk a annoncé, sans doute pour rassurer aussi les investisseurs de Tesla, en plus de ce Twitter, qu'il comptait trouver 2 gérants pour piloter à la fois les 2 sociétés, ou en tout cas piloter chacun une des 2 sociétés, Tesla d'un côté, Twitter de l'autre. Les rumeurs rapportent, mais sans vraiment donner de nom encore actuellement, qu'il pourrait même déjà avoir trouvé une personne pour le remplacer à la tête de Tesla. C'est un article à lire chez les collègues de Presse Citron. On sait aussi maintenant plus tard, ça a été appris jeudi, notamment sur le site The Information que vous pouvez voir à l'écran, que tu peux voir à l'écran, que le successeur à Yoel Roth, donc le démissionnaire chef de la sécurité des données et de la vie privée, a trouvé un remplaçant. Alors l'article est malheureusement payant, donc on peut pas aller plus loin, mais on sait en tout cas via l'article qu'il s'agit de Ella Irwin. Ella Irwin est l'ancienne responsable des projets Twitter qui étaient liés à la santé. Elle a un compte Twitter qu'on va aller voir tout de suite, le voilà, et qui aurait accepté le poste. Et dans une semaine qui voit des licenciements se multiplier chez Twitter et Meta, 2 poids lourds du réseau social, il est un réseau social qui parvient tellement à se faire oublier en tant que réseau social, et pas uniquement une CV Tech, qu'il continue en fait de croître. Et c'est un article de Com-Marketing qui nous montre que en France, LinkedIn compte actuellement 25 millions de membres, ce qui représente en fait environ plus de 80% de la population active française. LinkedIn est à ce titre un miroir de la société active en France, et Com-Marketing dans son article rappelle qu'on peut voir dans les annonces qui sont faites par LinkedIn, donc je pense qu'il traite d'un rapport qui est sorti par LinkedIn, que on peut tirer des conclusions d'un tel panel de salariés actifs au sein du réseau social. On constate par exemple que depuis la fin ou depuis le début de la pandémie, les parcours des salariés sont plus hachés avec des carrières plus courtes et moins traditionnelles que par le passé,
et que aussi on repère via LinkedIn que les professionnels du secteur de la santé sont 3 fois plus susceptibles que les autres membres de postuler à un emploi dans un autre secteur que leur secteur d'origine. Quelques autres constats du même genre sont à découvrir dans l'article qui ne relèvent pas, et là moi je trouve que c'est bien dommage que LinkedIn est aussi, parce que moi je fais pas la pub, est en train de se transformer en une sorte d'Instagram ou Twitter de Cadra et Quinca, qui viennent y répliquer via cet outil qui de fait est un réseau social, les mêmes mécaniques que celles qu'ils appliquent ou appliquaient avant la masse médiatisation sur les autres plateformes de réseaux sociaux. Posts inspirants vantant les mérites de la méritocratie ou les innovations en matière de marché du travail, pointage de citations inspirantes ou de mise en scène avec CapCut ou Canvas de leur fabuleux travail, ainsi que des coups de gueule mais jamais trop virulents pour éviter de rebuter son futur employeur potentiel, mise en avant de ses capacités professionnelles flabistouflantes pointées par la parole plutôt que par les faits, tout y est, même les selfies en forme de duckface pour les barbes poivre et sel, ou des sourires à peine contraints portés par de jolis pas de doigts, qui sont une preuve évidemment de la maturité professionnelle. Mais le réseau social backé par Microsoft peut néanmoins rapporter un meilleur salaire que les autres réseaux sociaux à celui qui l'utilise, donc forcément on fait un effort. Allez, j'arrête ma blague, mais c'est une sortie du capitaine de France de football et aussi du président de la République Emmanuel Macron demandant de ne pas politiser le mondial de football qui m'a amené la réflexion ce vendredi suivant que je vais étayer en appuyant sur 2 articles, 2 actualités qui sont parus ce jour. Qui, contrairement à ce que pense Hugo Lloris, qui a dit qu'il ne porterait pas de brassard pour les droits LGBT, et le président de la République qui ne veut pas qu'on politise cet événement sportif, bah que ouais en fait ces événements sportifs sont malheureusement ou heureusement des vitrines, et qui dit vitrine dit évidemment politisation, et que c'est un des enjeux. Et on retrouve dans 2 articles qui sont parus ce jour la même logique en fait appliquée au mobile. Le mobile en tant que média devient, au travers notamment des événements sportifs comme la Coupe du Monde, eh bien un enjeu géopolitique. Le premier qui m'a mis cette puce à l'oreille, c'est le FBI qui aujourd'hui, dans un article qu'on peut voir, donc c'est effectivement un peu plus éloigné du football, mais dans un domaine de protection des données également, le FBI a pointé ce jour les risques graves sur la sécurité intérieure du territoire américain. Alors on sait qu'il joue une guerre commerciale avec la Chine, mais néanmoins c'est quand même le FBI, sécurité intérieure, ministère de l'Intérieur là-bas, et ils disent qu'en fait l'État chinois a accès aux données personnelles des téléphones et pas seulement de l'application de tous les utilisateurs, des millions d'utilisateurs américains qui utilisent cette plateforme. C'est donc bien un enjeu géopolitique au travers d'une application somme toute banale. La deuxième information, elle vient du site qui s'appelle siliconangle.com et qui elle est totalement liée au football, qui pointe comment les agences nationales, en l'occurrence celles d'Allemagne et de Norvège, ont étudié 2 applications officielles qui étaient posées et proposées en téléchargement pour les visiteurs du mondial par les autorités sur place, et les 2 agences disent attention, ne la téléchargez pas. Les 2 agences pointent que ces applications dites officielles, néanmoins, ont tendance à remonter des données de l'utilisateur vers l'éditeur de l'application, et que les applications en question ne se mettent pas en veille. C'est donc bien un enjeu géopolitique, géostratégique que ces jeux de football dans un pays du Golfe, et que bien sûr le mobile qui est toujours dans la poche de l'utilisateur devient un enjeu majeur. Et concernant TikTok par exemple, ces révélations du FBI interviennent alors même comme une forme de confirmation que on sait que la presse canadienne s'est emparée du sujet, puisque on voit que les dernières élections au Canada pourraient être entachées de certaines irrégularités, en tout cas de tentatives d'irrégularités qui seraient poussées par le gouvernement chinois. Donc ça la fout mal le même jour, d'apprendre 2 informations où on entend bien qu'il y a une pression d'un État, où on sent qu'il y a une pression, où on pourrait imaginer qu'il y a une pression d'un État pour récupérer des données, et qu'on nous demande de ne pas politiser les enjeux d'un festival de football international. Plus que jamais, le mobile est donc un enjeu géopolitique majeur, et il trouve dans les déplacements d'un grand nombre de spectateurs et d'officiels vers les stades dans un pays étranger une manière de tenter d'améliorer son recueil de données des utilisateurs. Ainsi est le monde en 2022, où le mobile est central et la donnée roi.
On termine par deux brèves. La première rappelle que les géants ne sont pas seuls à restreindre leur masse salariale pour tenter de garder les profits sans trop casser leur marge de fonctionnement. Ainsi, c'est Asana. Donc Asana, c'est une application de gestion de projet un peu à la Trello qui a annoncé qu'elle va elle aussi dégraisser de 9% sa masse salariale parce que la société a annoncé qu'elle avait fait 62,6 millions de dollars de pertes malgré une augmentation de 51% de son chiffre d'affaires. Et son président a annoncé via LinkedIn, comme quoi tout est dans tout, que l'entreprise devrait elle aussi réduire son nombre de personnel. Ils ont parlé d'une baisse de 9%. La seconde information pourra sans doute faire sourire les plus anciens d'entre nous qui sont sur le web, puisque c'est Google Maps qui annonce 3 nouvelles fonctionnalités. Et ça vous fera rire les anciens, puisque ça te fera rire l'ancien, peut-être les derniers, t'es qu'un seul, puisque Google va mettre en pratique via Google Maps les amusements qu'on pouvait avoir au début de la VR. Je vous mets sur l'article sur le site un sketch qui était sorti à l'époque sur la version de la VR imaginée par Google, et vous pourrez la comparer à l'annonce du jour dans Google Maps, qui permettra notamment au travers de Street View, donc l'équivalent Street View mais en position, quand on déplacera son mobile vers le haut, vers le bas, vers les bâtiments, on pourra avoir en fait certaines promotions liées au bâtiment lui-même, donc des commerces à l'intérieur de ce bâtiment, mais aussi, et là c'est plus sympa, les points de recharge de voitures électriques et aussi les bâtiments qui sont accessibles en chaise roulante. Un article à lire chez Boys Genius Report. Et voilà, c'est environ tout pour aujourd'hui, les internets. Je te souhaite un bon week-end, on verra pour la Weekend Edition, si je le fais dimanche, lundi, on verra. Si tu as aimé ce que tu as entendu, si tu as trouvé que j'étais pas trop obscur ni confus, tu reviens souvent sur notre site internet, il y a la version écrite de ce que je viens de te dire. Si tu aimes bien la vidéo parce que tu trouves que c'est un média sympa, tu peux aller voir sur notre chaîne YouTube, je poste cette revue de presse sur la chaîne YouTube, mais aussi en audio sur ta plateforme de podcast préférée où tu rechercheras l'effarouchement des étourneaux, comme ça je suis sûr que je suis le seul sur ce créneau-là. Si l'idée jamais te traverse, tu dis mais c'est quoi ces infos, j'en ai plein des vachement mieux que lui, bien n'hésite pas, tu prends les liens qui sont en bas de cet article, de cette vidéo, de ce point de podcast, et tu vas chercher le Discord d'Écran Mobile FR. Dedans, j'essaie de lister les différents liens par thématique, ce qui te permet, toi aussi, puisque tu participes, comme ça, en plus tu soutiens notre initiative de venir insérer tes liens ou de discuter avec moi, nous, de sujets qui sont liés au mobile ou à la gestion de projet ou de la gestion de médias numériques à l'ère du mobile. Bref, tu fais comme d'hab, tu lâches des pouces, tu envoies des likes, tu envoies du love partout où c'est légal de le faire, tu te portes bien les internets. C'était Denis Verloès pour Écran Mobile. Bon week-end.